Giorgio Mattei ha collaborato in tre altre occasioni con la Fondazione. La prima è stata nel dicembre dell'83, quando con alcuni scienziati italiani ha fatto un dibattito proprio in questa sala. La seconda è stata al congresso di Tokyo, quando ha discusso anche alla televisione giapponese con alcuni esponenti di vari paesi. E la terza è stata alla inaugurazione della terza sede milanese della Fondazione nel novembre scorso. Ora sono stato molto felice di apprendere che il Dipartimento di Medicina Scientifica ha invitato questa sera qui Mattei, e lo ringrazio. Non ha bisogno di nessuna presentazione perché è notissimo in tutto il pianeta, in ciascun oceano, al di qua e al di là della cortina, della muraglia, piccolo o grande. Allora, più volte ha posto nei suoi interventi la questione di medicina e psicanalisi, e forse è anche per questi accenni e per l'apporto scientifico che Mattei ha dato nelle altre occasioni che il Dipartimento di Medicina Scientifica lo ha invitato, e noi ci troviamo qui dunque non per un congresso ma all'interno di un laboratorio. Questa è la differenza rispetto alle altre occasioni in cui Giorgio Mattei è venuto nella Fondazione. Interverranno dopo alcuni esponenti di questo Dipartimento di Medicina Scientifica, fra cui Meschini, Scarso e altri, anche come eco rispetto a ciò che se ne dice adesso. Allora io lo ringrazio particolarmente per questa collaborazione, per essere venuto qui questa sera, e gli passo volentieri la parola. C'è una traduzione simultanea in italiano, per chi volesse seguire in italiano, ma mi pare che già vi siate provvisti degli apparecchi. Allora, prego. Allora, le deuxième? Non, voilà. Ah, voilà. Merci. Merci beaucoup. Une fois de plus, le professeur Verdi-Gayonnet me demande de venir travailler avec vous, puisque je crois que c'est une séance de travail, donc je l'espère de discussion, et non pas un exposé magistral qui n'apporte pas le même enrichissement que la discussion. Le terme de deuxième renaissance est un terme génial, comme tous les termes italiens et comme tout ce qui est créé en Italie, car nous vivons vraiment un second Moyen-Âge. Et nous avons besoin, en toute urgence, de réfléchir à la deuxième Renaissance, de réfléchir à ce qu'elle sera et à ce qu'elle peut être. La médecine est une activité parmi les autres, mais elle a la chance d'être une activité qui a pour objectif l'homme et non pas les accessoires de l'homme tels que l'argent, la vitesse, la guerre, qui sont des activités reptiliennes, si je puis dire, si je puis évoquer les cerveaux de MacLean. Mais la médecine, dans le passé, n'a certainement pas vu l'homme avec un grand H. Vous savez qu'en français, on écrit l'homme avec un petit H lorsqu'on désigne un monsieur ou une dame, et on écrit l'homme avec un grand H quand on parle de l'espèce. Puis c'est pareil pour les souris, il y a la souris et puis la souris avec un grand S. Or, je crois que la médecine, jusqu'ici, n'a pas du tout pensé à son rôle qu'elle avait, en réalité, qui est celui de maintenir la survie
et de promouvoir, à tous les égards, l'espèce humaine. Je pense même que la médecine a contribué à la mettre en danger beaucoup plus que la guerre, beaucoup plus que la pollution, la technologie. Donc nous devons saisir cette occasion que nous donne Verdiglione de réfléchir à quelle médecine nous allons pouvoir œuvrer lorsque vont s'ouvrir les portes de la deuxième Renaissance. Car je considère bien qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans le second Moyen-Âge. Verdiglione, qui connaît mieux le français que moi, m'a appris la différence entre second, qui est un terme méprisable, si je puis dire, ou méprisant, et puis deuxième, qui est un terme rénovateur. Donc je crois que ces deux adjectifs vont très bien. Pourquoi vivons-nous actuellement le second Moyen-Âge, de tout et de la médecine notamment? Je crois que c'est parce que le médecin, avec un grand M, ne s'est préoccupé que du cadavre, c'est-à-dire de cette mécanique, comme disait le fondateur de la physiologie, Magendie, dont Claude Bernard n'est que l'élève, et lequel Magendie est un peu responsable de cela, car avant, du temps d'Hippocrate, on s'occupait de l'homme entier. Et puis, comme il y avait quelques idées un petit peu farfelues, fantaisistes, il y a eu un moment, et précisément au moment de la première Renaissance, où on a donné à tout ce qui pouvait être technologique une importance essentielle. Et Verdiglione rappelle toujours que le grand Michel-Ange, non, c'est pas Michel-Ange, Leonardo, a inventé autant de choses scientifiques, notamment la pédale, dont il nous a montré l'exemple à Tokyo, qu'il a créé d'œuvres artistiques. Une des idées de la première Renaissance a donc été de ne pas séparer l'art de la technologie, l'art de la science. Car il faut quand même bien reconnaître que si l'on distingue ce qui est fondamental et ce qui est appliqué, ce qui est fondamental, c'est l'art. Car c'est là qu'il y a liberté de création. Et à partir du moment où l'on entre dans les sciences, les technologies, quelles qu'elles soient, il n'y a plus de liberté. Puisqu'il y a un objectif et il y a des méthodes qui sont soi-disant scientifiques et qui ne le sont pas tellement, car il faut être modeste, et puis qui ont un objectif à réaliser. Et pour réaliser cet objectif, on ne peut pas se permettre de créer d'une façon aussi libre que les artistes. Et à mon avis, la véritable activité fondamentale, c'est l'art, et tout le reste, ce sont des sciences, ce sont des branches de l'arbre dont le tronc est bel et bien l'art, qui prend la sève dans la jeunesse, dans l'embryon. Eh bien, cette médecine mécanique, cette médecine des pièces que représente le cadavre vivant, certes, on peut aujourd'hui dire qu'elle a allongé la vie. Au lieu de 30 ans, nous vivons 90 ans. Mais dans ces 90 ans, il y a 30 ans qui sont indignes de l'homme. Pas en Italie, où vous êtes très humain, parce que vous avez la chance d'être beaucoup plus méditerranéen que nous. Mais en France, nous enfermons les vieillards. Dans mon hôpital, il y en a 700, dont 100 sans collier, c'est-à-dire qui ont été abandonnés à la veille des grands week-ends, sur les autoroutes, avec les chiens et les chats. Deuxièmement, nous faisons certainement un bénéfice statistique, considérant cette vie humaine, mais cet allongement n'est pas un allongement en qualité, il est un allongement purement en quantité. Car en qualité, je crois que les hommes sont moins heureux qu'ils n'en ont été à des époques antérieures, et puis
lorsque nous dépensons des sommes considérables avec nos technologies, nous n'augmentons pas la qualité de la vie humaine. Pour vous prendre un exemple qui frappe beaucoup, nous guérissons 70% des enfants atteints de leucémie aiguë. C'est une maladie qui survient surtout à 4 ans. Mais nous sommes en train, dans mon service, de les étudier lorsqu'ils sont adolescents. Eh bien, ce ne sont pas des enfants normaux. À beaucoup de points de vue, ils ont perdu les facultés mathématiques, ils ont perdu beaucoup de qualités de fonctions cérébrales. Ils ne se sentent pas bien dans leur peau, il y a quelque chose. Beaucoup sont chômeurs, ils sont déjà un peu plus avancés en âge, etc. Donc, si vraiment un fabricant de voitures faisait une voiture qui serait géniale, n'est-ce pas, par sa technologie, mais dont le résultat serait qu'elle est totalement inconfortable, qu'elle n'a aucune sécurité, etc., ça serait un échec. Eh bien, nous ne devons pas dire que nous guérissons la leucémie des enfants. Nous devons dire que nous faisons survivre les enfants qui ont une leucémie, mais il nous reste beaucoup, beaucoup à faire maintenant pour ne pas employer des toxicités médicamenteuses ou autres qui vont détériorer d'autres aspects de la vie humaine, dont le cerveau, qui est quand même le principal. Et puis, cette médecine technologique que nous pratiquons, elle en est arrivée à un point où, pour ne pas avoir calculé les relations entre ce qu'elle apporte, on a toujours refusé de considérer le prix de la vie humaine en termes économiques, sauf les assureurs, mais pas les gens qui sont responsables de la médecine. Deuxièmement, ce qu'elle coûte. Troisièmement, ce qu'elle pourrait faire si on avait un budget illimité avec la technologie moderne, tant celle qui vient des physiciens comme les machines à images, n'est-ce pas, le TAC, la résonance magnétique nucléaire, etc., etc. Et la biologie, puisqu'aujourd'hui on peut, avec un seul petit appareil, tout petit, analyser 30 paramètres de 30 malades en 30 secondes avec un seul appareil. Eh bien, tout ça, nous ne pouvons pas nous l'offrir. Et puis, regardons, par exemple, nous nous vantons de nous être débarrassés de la peste, de la lèpre, du choléra, etc. Ce qui n'est pas vrai, nous le verrons tout à l'heure. Ces maladies existent encore dans une partie du monde. Mais nous voici menacés par la maladie qui s'appelle AIDS en anglais, SIDA en français, sur laquelle on n'a aucune idée, mais qui, à mon avis, est simplement une complication de ce qu'ont apporté les moyens pharmacologiques, notamment les hormones anticonceptionnelles, et qui ont été suivis de la libération de l'avortement, ce qui a permis un déséquilibre, qui a déclenché un déséquilibre. Je ne sais pas quelle en est la cause entre les relations des deux sexes, un développement de l'homosexualité qui en elle-même se comprend relativement bien, puisqu'on a un test hormonal maintenant pour détecter les éromènes. Mais il n'y a pas 70% des gens de San Francisco qui ont cette constitution hormonale de l'éromène. Or, il y a 70% de gens à San Francisco qui pratiquent l'homosexualité. L'homosexualité en elle-même n'a rien de répréhensif. C'est normal qu'il y ait dans une population des gens qui sont aux deux extrêmes, et puis il y a la masse du milieu, qui n'est peut-être pas forcément la plus profitable pour la société. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a 70% de gens qui ont un comportement qui ne peut pas permettre la reproduction de l'espèce et la survie de l'espèce. Et on peut imaginer que demain, nous clonerons le chromosome Y, et que les femmes pourront se reproduire sans les hommes. Et leur grande question sera donc de savoir si elles tuent les petits garçons ou si elles ne les tuent pas, tant les relations entre les deux sexes, l'homme et la femme, sont devenues mauvaises, pour employer un terme très simple, et sans aucune possibilité de remettre un équilibre là-dedans. Je ne parle pas de l'Italie, où vous restez encore des êtres humains, je parle de l'Amérique, je parle de la France,
où tout un tas de facteurs interviennent. Par exemple, l'immobilier. On sait que dans mon laboratoire, par exemple, 30% des femmes sont divorcées, 30% ne sont pas mariées, et ceci est copié sur les États-Unis. Il y a eu mai 68, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu aux États-Unis où les immobiliers s'étaient mis à faire des singles, c'est-à-dire des appartements pour personnes seules. Ce qui favorisait le phénomène autant que les autres processus et les autres facteurs. Donc, vous voyez que la médecine doit maintenant sortir de sa tour d'ivoire, laquelle tour d'ivoire d'ailleurs est l'hôpital, et nous allons voir tout à l'heure combien l'hôpital est mal organisé et dangereux. Donc, tout ceci est une introduction un petit peu dispersée pour vous faire survoler un peu le champ que je vais essayer de traiter avec un peu plus de systématique. Jusqu'ici, donc, on s'est occupé du cadavre vivant qu'était l'homme, mais on renvoyait de l'hôpital un malade avec la fiche guérie, alors que ce malade allait rentrer dans une condition de vie extrêmement difficile, extrêmement insupportable. Il allait être aussi mal dans sa peau que dans son corps. Pensez par exemple aux femmes qui viennent avec une tumeur du sein. On leur enlevait le sein le lendemain matin sans qu'elles s'en aperçoivent, elles se réveillaient sans leur sein. Et quand elles rentraient à la maison, eh bien, le mari les abandonnait dans les 8 jours à raison de 95%. Ceci, c'était peut-être plutôt de l'ignorance de ce qu'est la femme, et puis l'urgence dans laquelle travaille le chirurgien, qui a besoin de travailler beaucoup, parce que peut-être qu'il est malade et qu'il a besoin de travailler beaucoup. Puis il y a aussi l'argent. Si nous savons que le cancer du col de l'utérus guérit dans une proportion extrêmement élevée avec la seule chirurgie. Les troubles sexuels pour une ablation de l'utérus, pour un cancer du col de l'utérus, sont de 8%. Si on ajoute la radiothérapie, qui en France est ajoutée dans 100% des cas, on aggrave le pronostic. Les Allemands l'ont parfaitement démontré, ainsi que d'autres auteurs. Et 2, les troubles sexuels à cause de la sclérose, n'est-ce pas, du vagin, existent dans 90 à 95% des cas. La femme perd ses relations sexuelles. Et c'est vous dire tout ce qui peut lui arriver. J'oubliais de vous dire que pour un cancer du sein avant, on enlevait les 2 ovaires également. Puis ce sont les radiothérapeutes qui ont pris le relais, ils les irradiaient. Ce qui ne sert que dans certaines circonstances, lorsque la tumeur a des récepteurs d'hormones et après la ménopause. Il est bien démontré que ça ne sert à rien dans les autres circonstances. Or, on enlevait les ovaires à tout le monde, que les gens soient jeunes ou âgés. Donc, il y avait, bien sûr, toujours cet empoisonnement, cette contamination par l'argent, et puis peut-être aussi par le fait que les médecins n'étaient pas formés du tout à cette médecine humaine. Ils étaient peut-être moins formés à la médecine humaine que les vétérinaires. J'ose dire que les vétérinaires traitent leurs malades avec plus de gentillesse, plus d'humanisme que les médecins ne traitent les humains, d'une façon générale. Peut-être est-ce parce que les parents du malade traitent le petit chien malade avec plus d'affection qu'on traite la grand-mère. Je ne parle pas de la mama italienne. Quand nous avons une mama qui nous est amenée, il y a les 5 enfants qui sont là. La mama italienne, c'est la Sainte Vierge. Tandis qu'en France, la mama, elle est dans l'asile de vieillards. Voilà donc une première notion. Alors certes, on peut envisager que dans la médecine des années qui vont venir, mais que je n'appelle pas de la deuxième renaissance de Verdiglione, on pourra pratiquement remplacer les pièces, n'est-ce pas, par des pièces détachées, exactement comme on le fait pour les voitures. On remplace, vous le savez, beaucoup d'organes par des organes artificiels. On fait maintenant des membres qui sont absolument remarquables et légers. Et puis, on fait des transplantations, des greffes, comme vous le savez, pratiquement de tous les organes, puisqu'il y a la moelle osseuse, il y a le rein, il y a le foie, qui jusqu'à maintenant marche très bien, et demain ce sera le pancréas, etc. On n'a pas encore greffé le cerveau, seuls les Russes s'intéressent à ce processus,
mais ils sont toujours un petit peu à côté des autres, comme vous le savez. Et puis, on fera des prothèses, et vous savez que maintenant, il y a des gens qui enlèvent les testicules, car dans ces excès chirurgicaux, je vais vous donner un autre exemple. Dans le cancer de la prostate, qui est souvent déclenché et poussé par les hormones dans sa croissance, par l'hormone mâle dans sa croissance. Un grand Américain, il y a environ 50 ans, a montré que si on enlevait les testicules, on avait 1 an et demi de bonne rémission, de régression de la maladie tumorale, mais une impuissance totale, que le monsieur préférait tout de même à la mort. Et puis, nous avons maintenant une hormone qui est un antagoniste d'une hormone hypophysaire, la LHRH, et qui crée donc une suppression totale de la testostérone. Et on a les mêmes résultats, exactement les mêmes, sur les cancers de la prostate. Eh bien, en France, les urologues ne sont pas contents du tout. Et j'ai des malades qui avaient 0 nanogramme de testostérone, qui ont été voir un chirurgien, qui leur a enlevé les testicules, en disant tout ça, cette pharmacologie, c'est pas sérieux, il faut s'en méfier de ça. Alors, il y a encore là une possibilité d'abus qui est scandaleuse et contre laquelle nous devons lutter dans cette médecine de la deuxième Renaissance. Et puis, ce progrès que constitue cette anti-hormone, n'est-ce pas? Eh bien, il va de soi qu'il faut l'appliquer. Et il faut l'appliquer parce qu'il est efficace, mais il n'est pas plus efficace que la castration. Il est aussi efficace que la castration, mais il faut l'appliquer parce qu'il est humain. Car ce monsieur, s'il a envie de retrouver une vie sexuelle, nous lui arrêtons le traitement et 3 semaines après, il aura la vie sexuelle. Mais si vous avez une impotence, l'urologue vous dit, mais moi je vous fais une prothèse, n'est-ce pas, du pénis, et puis vous allez voir, ça sera absolument parfait. On lit dans des journaux comme ça qu'avec une prothèse du pénis, le monsieur a une vie sexuelle normale. Alors, je voudrais donc conclure, parce que je ne vais pas vous faire le tour des possibilités de la médecine. D'ailleurs, elle ne les suivra pas, ces possibilités. Par suite de l'incoordination entre la technologie, entre la biologie, entre la médecine, entre les plasticocrates, c'est-à-dire les gens qui sont assis sur des fauteuils, les technocrates ou les administraticocrates, enfin tout ce que vous voudrez, et puis tout le reste, le manque d'information, la fausse information par les médias. Par exemple, en France, actuellement, il y a la moitié des médecins qui ont le droit de parler à la télévision, puis l'autre moitié n'a pas le droit de parler pour de simples raisons politiques. Eh bien, avec tout cet ensemble de falsifications de la vie, il se trouve que nous ne pouvons pas suivre le progrès médical. La médecine aujourd'hui ne peut plus suivre le progrès médical. Donc, il va y avoir dans cette médecine de la seconde Renaissance des choix à faire. Choix qui seront faits peut-être par des notions politiques, peut-être sur des notions économiques ou économaniaques, c'est-à-dire de la fausse économie, puisqu'on n'a pas calculé le prix de la vie humaine, n'est-ce pas? Ni ce que rapportait tant d'années de survie pour un homme de tel âge ou pour une femme de tel âge, en manière de PNB, de produit national brut, ou de charge fiscale, ou de bénéfices quelconques, non seulement pour l'individu et sa famille, mais pour l'État. On ne l'a pas calculé. Aucun technocrate en France n'est capable de vous le donner. Je ne vais pas vous prendre toute cette médecine, parce que ça serait une autre conférence qui s'appellerait « La médecine suivra-t-elle le progrès médical ?» Et je réponds non. Je réponds qu'elle ne peut pas le suivre. À moins que dans une réunion à Milan, au sein de cette fondation, ou bien plutôt dans son annexe quand la neige aura quitté ses cimes, eh bien, on fasse un colloque de 3 jours en retrouvant les banquiers, en retrouvant des gens intelligents, et puis qu'on refasse un nouveau système. Mais même si elle suivait le progrès médical, elle n'aboutirait qu'à faire survivre, peut-être pas plus longtemps le cadavre, mais le cadavre de plus de gens. Car je ne crois pas qu'on puisse dépasser la longueur de la vie qu'on a atteint aujourd'hui. Il y a dans l'organisme des organes de la vie, mais il y a un organe de la mort. Autrement dit, la nature, notre organisme, a été constitué, soit par Dieu, soit par l'évolution des espèces, n'est-ce pas, qui est essentiellement une sélection, comme vous le savez. Survivent ceux qui ont ce qu'il faut pour survivre. Eh bien, il y a un organe de la mort qui est le thymus. Le thymus qui gère les défenses.
Et ce thymus régresse très rapidement. À partir de l'âge de 30 ans, il commence à régresser, pour régresser beaucoup. Et alors, non seulement il peut y avoir l'insuffisance du thymus en général, ce qui détermine l'insuffisance des défenses immunitaires, avec les deux complications que sont les infections, dont on vient à bout grâce aux antibiotiques, ou les tumeurs dont on ne vient pas encore à bout tout à fait, loin de là. Puis deuxièmement, il peut y avoir des dysrégulations du thymus, de telle sorte que l'organisme ne se reconnaît plus comme lui-même, mais se reconnaît comme étranger et détermine ce qu'on appelle les maladies auto-immunitaires. Il réagit contre lui-même. Et on peut presque dire très schématiquement que les maladies qui ne sont pas des maladies infectieuses ou tumorales sont des maladies de l'auto-immunité, avec toutes les dégénérescences vasculaires, organiques que ça entraîne. Alors, est-ce que vraiment nous allons changer la nature humaine, comme certains le voudraient, pour ne pas mourir, n'est-ce pas, au point de refaire complètement l'organisme en lui enlevant sa moitié, celle qui prépare la mort, car la mort fait partie de la vie de l'organisme. Et puis, peut-on imaginer une planète où une population d'une espèce ne mourrait pas? Vous savez que le Club de Rome a déjà triché le problème de la population du monde, n'est-ce pas? Vous savez que ce club a démontré que la population du monde croissait avec le temps d'une façon super exponentielle. Même si on met des logarithmes comme abscisse et comme ordonnée, c'est encore une courbe comme ça, c'est pas une droite. Alors quand vous avez une droite, à partir du chiffre de l'an 1800, 1900, vous pouvez connaître le chiffre de l'an 2000. Mais si c'est pas une droite, n'est-ce pas? Si c'est une super exponentielle, comme on dit, on ne peut pas prévoir. Et à cause de ça, le Club de Rome a dit, il faut que ce milliard d'hommes qui meurent chaque année, meurent chaque année. Et l'ONU reçoit 3,5 milliards de dollars pour la mort d'1 milliard de personnes, ce qui représente 3,5 dollars par personne. C'est vraiment pas cher, enterrement compris, tout compris. Reste que tout ceci est faux, car si les femmes dans ces pays africains ou asiatiques pauvres, n'est-ce pas, font 12 enfants, c'est pas parce qu'elles ne connaissent pas la contraception. Vous savez que dans beaucoup de ces pays-là, les femmes, bien que les maisons pharmaceutiques ne leur envoient pas les hormones de la contraception, font la contraception par la sodomie. Et elles attrapent l'AIDS ou le sida parce que le sperme n'est pas une punition des homosexuels masculins, le sperme est immunosuppressif, parce que s'il n'était pas immunosuppressif, le spermatozoïde ne serait pas accepté par la femme. Il serait rejeté. Eh bien, en réalité, si une femme fait dans ces pays pauvres, le Zaïre ou l'Inde, 12 enfants, c'est parce qu'il faut qu'elle en fasse 12 pour en avoir 2 de vivants. Eh bien, voilà comment se présente ce problème que les calculateurs du Club de Rome ont falsifié afin que les Malthusiens américains puissent avoir la conscience totalement tranquille, n'est-ce pas, de ne pas aider ces pays à se développer. Je dirais même mieux, je connais un biologiste moléculaire agronome de Dakar. Eh bien, on l'a confisqué pour le faire enseigner à Minneapolis. Il n'est pas question qu'il reste à Dakar, car il risquerait de développer ce qu'on appelle le gène fixateur d'azote. C'est-à-dire des gènes, vous savez qu'il y a certaines plantes qui ont des microbes sur leurs racines. Et ces microbes leur permettent de fixer l'azote du sol complètement différemment. Alors il suffirait qu'on fixe des microbes ou leurs gènes, n'est-ce pas, plutôt qu'on mette dans ces microbes des gènes leur permettant de fixer l'azote dans le désert à une température terrible, sans eau, etc., pour que l'Afrique devienne le jardin du monde. Mais vous vous rendez compte de la catastrophe économique que ça représenterait. Tout ça pour vous dire que jusque-là, si on n'a pas résolu les problèmes, c'est pas tellement qu'on n'était pas capable de les résoudre, c'est qu'on a, d'une façon déterminée, refusé de les résoudre, ou plutôt qu'on les a résolus dans le sens opposé. Alors, cette médecine de la deuxième Renaissance,
Comment faut-il avoir lorsque les portes nous seront ouvertes de cette deuxième Renaissance par un Léonard de Vinci? Eh bien, je crois qu'on peut en faire le tour en une dizaine de points, qui actuellement nous manquent, puisque nous n'avons que le point numéro 1 qui est développé, la pièce détachée, le remplacement standard de la pièce détachée du cadavre vivant. Eh bien, moi, je pense qu'il faut mettre en premier une fonction qui est quasiment préventive, qui est le traitement de l'affectivité et de l'émotion. Jadis, les gens aussi avaient des névroses et ils avaient des problèmes environnementaux, familiaux, sociaux, etc. Eh bien, ils avaient les vieux qui leur donnaient des conseils, puis ils avaient le confesseur qui leur donnait d'abord l'absolution de toutes leurs fautes, et puis qui leur donnait aussi des conseils. Maintenant, ils n'ont personne. Et c'est là que j'ouvre ce second chapitre positif, cette fois, en suppliant les psychanalystes de s'organiser pour devenir les confesseurs de la médecine de la deuxième Renaissance. Car il est certain que les médecins du cadavre n'y connaissent rien, que les hommes et les femmes ne savent pas s'analyser, qu'un bon nombre de problèmes sont des malentendus, un terme très beau par la pièce de Camus, qu'il a traité d'une façon magnifique avec cette mère qui tue son fils, simplement par malentendu. Et tous les problèmes que je connais de ces femmes qui divorcent, de ces hommes qui insultent leurs femmes, etc., etc., ce sont le plus souvent des malentendus. Je dirais même qu'entre les républicains sociaux et les sociaux-républicains, ça n'est le plus souvent encore qu'un malentendu. Moi, je suis en train de construire un hôtel à Villejuif qui s'appelle Enrico Berlinguer. Eh bien, je sens que Georges Marchais n'est pas tout à fait dans sa peau. Il a un complexe d'infériorité vis-à-vis de Berlinguer. Eh bien, moi je vous demande d'ouvrir toutes les branches, psychanalyse d'adultes, psychanalyse d'enfants, psychanalyse de la femme, psychanalyse de l'homme, psychanalyse des problèmes pathologiques, des relations hommes-femmes, des relations jeunes-vieux, psychanalyse des personnes âgées, etc. Peut-être psychanalyse du fœtus demain, car c'est peut-être là qu'il faut commencer. Et je vous demande de l'ouvrir. Car il ne faut pas dire on est contre la psychanalyse. Un savant qui croit avoir inventé beaucoup de choses en travaillant le cerveau, qui est président du conseil scientifique de l'INSERM, a répondu à l'occasion du 20e anniversaire de l'INSERM que j'ai créé il y a 20 ans, sur la demande du général de Gaulle, et je n'étais pas invité à boire le verre de jus de fruits, heureusement parce qu'il était fermenté, ils ont tous attrapé la diarrhée, j'ai eu de la chance, mais a répondu le président, qui est un neurochimiste, auquel on demandait quel est l'avenir de la psychanalyse, il a répondu 0, car il parle en quantitatif, n'est-ce pas, c'est un savant. J'aimerais que Verdiglione, qui est le maître aujourd'hui de la psychanalyse, puisque c'est son devoir, étant donné que Lacan est parti, eh bien, lui répondre, car un maître, c'est un homme qui est responsable de la propreté, n'est-ce pas? Et j'estime que ce monsieur a dit une saleté, et qu'il faut lui répondre. S'il est capable d'assumer tout ce que moi je demande aux psychanalystes, alors qu'il le fasse. Certes, on a fait des progrès, mais ce n'est pas lui qui les a faits. On a démontré que dans la dépression cyclotimique, n'est-ce pas, qui n'est pas une psychose, qui est simplement une névrose, qui est à la fois héréditaire et pas héréditaire, car toutes les dépressions sont à la fois héréditaires et pas héréditaires. On a fait un progrès formidable, on fait une biopsie de peau, et on découvre des anomalies des récepteurs d'acétylcholine nicotinique dans les fibroblastes de la peau. En période de dépression, ils sont augmentés, en période d'hypomanie, ils sont diminués. Ça, c'est un progrès formidable, parce que le malade que vous aurez sera classé, n'est-ce pas? Il sera classé, puis ça liquide tout ce que racontaient les psychiatres sur les dépressions endogènes, exogènes, et sur tout ce qu'ils disaient. Si on n'avait pas les cyclotimiques, il ne serait jamais rien passé sur la Terre.
Il est évident que le général de Gaulle, lorsqu'il a démissionné 3 ou 4 fois du gouvernement, était en phase dépressive. Et puis lorsqu'il a conquis le Québec, n'est-ce pas, en une seule phrase, vive le Québec libre, ou quand il a été à Londres au nom de la France, il était peut-être en phase un petit peu opposée à la phase dépressive. On peut prononcer le mot d'hypomanie. Et tous les grands créateurs, n'est-ce pas, sont comme ça. Ce qu'on voudrait, c'est que la petite Camille Claudel n'ait pas été envoyée pour paranoïa dans un asile psychiatrique sous le prétexte que son maître et amant, n'est-ce pas, Rodin, était jaloux d'elle, parce que toutes les statues qu'il avait réussies, c'était elle qui avait fait la partie essentielle. En dehors de ça, il avait fait la Danaïde que viennent peloter les pervers. Eh bien, je crois que tout ça est très important et qu'il faut que vous fassiez franchement un jour un congrès entier ou peut-être un colloque de travail sur comment appliquer la psychanalyse. Donnez-lui tous les noms que vous voudrez, psychosomatiques, etc. Tous ces noms-là sont vrais, et ceci est vrai. Et que vous répondiez au président du conseil scientifique d'INSERM dans un éditorial que publiera Biomédecine et Pharmacothérapie en anglais, parce que ces journalistes lisent l'anglais, n'est-ce pas, comme vous l'imaginez. Et je voudrais vous donner un exemple. Dans mon service, qui est un service vraiment de maladies organiques, il n'y a absolument aucune discussion, n'est-ce pas? Les tumeurs, ce sont des maladies organiques. Eh bien, nous avons une personne qui reçoit les gens pour voir un peu et leur distribue des questionnaires selon qu'ils sont profession libérale, c'est-à-dire qu'ils auront des problèmes financiers ou bien qu'ils sont fonctionnaires qui n'auront pas de problèmes financiers. Deuxièmement, ils vont voir les médecins et si nous devons enlever le sein à une malade ou l'utérus, ils vont consulter un psychosomaticien qui est d'Ingly, de l'école Marty. Ensuite, ils vont, qui verra comment la femme va supporter sa mammectomie et comment le mari, dans un second temps, va supporter sa mammectomie. S'il suppose que le mari aura quelque tendance à s'échapper très rapidement du lit de sa femme, eh bien, on hospitalise le mari en chirurgie en même temps que sa femme, pour qu'il voit, qu'il assiste, qu'il prenne part, qu'il participe au sens gaulien du terme à chaque acte qui va traumatiser cette femme, n'est-ce pas? Ensuite, ils vont dans une mesure socio-économique, pour voir quels seront les problèmes financiers, que tout de suite, on sache si on peut les faire aider d'une façon ou d'une autre. Parce que lorsqu'un fermier fait une maladie de Hodgkin, par exemple, dont on dit qu'on en guérit 80%, mais dont on en guérit en fait 40%, eh bien, il faut qu'on sache comment cela va être supporté par la famille, comment cela va être supporté par les enfants, comment cela va être supporté par la femme, comment il va pouvoir se faire aider, comment il va compenser le manque à gagner. La sécurité sociale, on va le voir tout à l'heure, n'apporte aucune solution. Ils vont ensuite, si jamais ils ont des problèmes, et Dieu sait qu'il y a des problèmes invraisemblables, une consultation socio-juridique que fait Sophie Dion, que vous connaissez bien ici. Et le nombre de choses invraisemblables qu'elle a vues, on ne peut pas en faire la liste. Par exemple, un homme qui vient la trouver en disant « Maître, ma femme a quitté le domicile conjugal, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors elle dit « Mais elle est où ?»« Elle est à l'hôpital. » Et puis, un jour, je reçois un Américain avec une grosse tumeur du pancréas, et sa femme va consulter Maître Sophie Dion, et lui dit « Maître, je voudrais savoir si j'ai intérêt à divorcer ou à hériter. » Bon, alors vous voyez que ces pauvres gens, n'est-ce pas, qui ont la grande catastrophe, puisque les tumeurs, c'est considéré comme la grande catastrophe. L'infarctus, qui a le même pronostic que les tumeurs, plutôt plus mauvais, n'est-ce pas, c'est un honneur. Ça veut dire qu'on est un monsieur qui a beaucoup de soucis. Mais les tumeurs, c'est un déshonneur. Tout ça parce que les centres anticancéreux font de la publicité pour avoir des clients et vendent de la radiothérapie. Et ensuite, ils seront suivis par tous ces gens-là d'un bout à l'autre. Et s'il y a un problème juridique, l'avocat s'en occupera. La sécurité sociale en France, si vous êtes de Nantes, ne veut pas vous rembourser si vous venez à Paris. Parce qu'elle dit à Nantes, il y a des cancérologues. Alors, elle leur demande un recours gracieux, puis ensuite, elle attaque le médecin expert, n'est-ce pas, en pénal. Et les gens sont finalement remboursés. Mais il faut maintenant se battre pour la partie humaine, comme vous l'imaginez. Nous avons découvert quelque chose de très insoupçonné. C'est que les adolescents
lorsqu'ils ont été malades à 4 ans et guéris, lorsqu'ils sont adolescents, je vous ai dit qu'ils avaient des problèmes considérables. Mais lorsqu'ils sont malades en tant qu'adolescents, lorsque ce sont des malades adolescents, alors ce sont des problèmes non moins considérables. Mais le pire des problèmes, et ça c'est de la psychanalyse pure, c'est lorsque la mère a une tumeur, notamment du sein ou de l'utérus. L'adolescent peut complètement lâcher tout, il peut faire des fuites. Nous avons un cas dont l'adolescent a fait 5 fuites parce que sa mère a fait une tumeur du sein. Alors là, il y a des problèmes qui demandent que le psychosomaticien l'envoie au psychanalyste. Et nous avons une consultation d'adolescents qui est faite par 2 médecins, l'un qui se trouve être ma sœur, qui est un médecin d'hygiène scolaire parce qu'elle connaît bien la normalité, si on peut dire, et l'autre qui est faite par un de vos amis, Cogello, qui est un psychoanalyste d'enfants. Et il découvre des choses absolument invraisemblables, complètement insoupçonnées. Donc, je conclus que je suis prêt à défendre la psychanalyse en démontrant par l'exemple de mon service, et on fera les films, on fera tout ce que vous voudrez, que ça apporte une chose considérable, et nous avons une augmentation de 40% du nombre de malades actuellement, grâce à ce côté humain. Et puis, je considère que c'est absolument nécessaire, parce que dès qu'on se met à parler aux gens, n'est-ce pas, eh bien nous nous rendons compte que c'est épouvantable, que c'est encore plus épouvantable qu'ils ne le disent, car ils ont la pudeur de ne pas le dire. Donc il faut des spécialistes de la parole. Vous parlez toujours de la parole, n'est-ce pas? Moi je dis que si l'homme avait comme son frère le singe eu la chance de ne pas avoir la parole, il aurait beaucoup moins de problèmes qu'il a, mais malheureusement il a eu la parole, alors il faut des gens qui sachent par la parole apporter tout ce qu'elle peut apporter. Or, nous savons tous que les mots tuent. Il y a un livre qui s'appelle « L'art de rendre l'autre fou », n'est-ce pas? Et ce livre est une vérité, apporte des vérités totales. Mais à l'inverse, si la parole peut faire tant de mal, dans le malentendu, elle peut faire beaucoup de bien. Et la première chose qu'un médecin doit faire, même s'il a 30 malades qui attendent dans sa salle d'attente, et quand un malade rentre, c'est de ne pas avoir l'air pressé. Il faut qu'il se couche pratiquement sur son fauteuil pour bien montrer qu'il n'est pas pressé, qu'il aura tout le temps de parler. Et il pourra bien faire une consultation courte sans avoir l'air pressé, car les gens ont besoin de ça. Alors ce que peut apporter le psychanalyste, par la parole, et tous les spécialistes adjacents, n'est-ce pas, et tous les sous-spécialistes de la psychanalyse, je crois que c'est absolument fondamental. Il va de soi que la psychanalyse ne doit pas être seulement curative, elle doit être préventive. Car si on attend que tout soit déréglé, que le pauvre sujet soit complètement paumé, comme on dit en français, perdu, n'est-ce pas, dans le désarroi pour le psychanalyser, je suppose que c'est comme pour les tumeurs. Si on opère, si on traite une grosse tumeur, on a de moins bons résultats qu'avec une petite tumeur, et des résultats encore bien moins bons qu'avec la prévention, qui fait qu'on n'a pas la tumeur. Et je suppose qu'en psychanalyse, c'est pareil, et il faudrait faire des psychanalyses préventives, qui pourraient peut-être être courtes. Deuxièmement, précisément, ma sœur, qui est médecin d'hygiène scolaire, considère que la plupart des cas d'enfants qui ne travaillent pas bien à l'école sont des enfants qui ont simplement des troubles psychanalytiques, des troubles relationnels avec eux-mêmes, avec leurs parents ou avec les instituteurs ou professeurs. Donc il faudrait que la psychanalyse pénètre dans les écoles. C'est-à-dire qu'il faut développer votre école, qu'il faut la multiplier et donner l'exemple, et nous suivrons. Deuxièmement, l'homme ne vit pas dans le ciel. Il vit sur la terre. Et sur la terre, il y a, à cause de la technologie, une pollution. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous parler de la pollution, il faudrait 3 conférences. Mais toujours est-il qu'il faut que s'installe une médecine écologique. L'homme, c'est 2 choses. C'est une génétique, un système génétique auto-reproducteur et possesseur de tous ses caractères, mais qui vit dans un environnement. Et cet environnement joue un rôle considérable que la médecine a méprisé en dehors des cas de médecine du travail, et il faut qu'il y ait une médecine écologique qui s'installe. Il faut qu'il y ait des spécialistes de la médecine écologique. Il va de soi qu'il faut qu'il y ait des spécialistes de la médecine génétique, mais il va de soi aussi qu'il faut qu'il n'y ait pas de spécialistes du tout, car cette coupure de la médecine en spécialité est une catastrophe. Ce spécialisme est une catastrophe. Car si par malheur vous vous trouvez entre 2 spécialités, alors il n'y a pas de médecine, il n'y a plus de médecine du tout. Alors, ceci nous indique bien qu'il faut revenir au médecin de famille. En fin de compte, le vrai médecin écologue et le vrai médecin de la génétique, de l'hérédité, c'est le médecin de famille.
Et puis, qui peut mieux préparer l'intervention curative ou préventive d'un psychanalyste, de même que du médecin du cadavre, organicien comme on dit, c'est le médecin de famille. Et il est le premier à jouer ce rôle. S'il n'y a pas dans le village de psychanalystes, dans la médecine de la deuxième Renaissance, il faudra que vous enseigniez aux médecins praticiens les bases de la psychanalyse qu'on n'enseigne pas. En France, c'est considéré, n'est-ce pas, comme quelque chose de luxueux pour des femmes riches, n'est-ce pas, qui n'ont rien à faire. Mais ça n'est pas pris assez au sérieux. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous rencontrez un ministre, de le regarder dans les yeux et dire « Ah, vous avez un problème psychanalytique ». Et comme ça, vous avez quelques chances, n'est-ce pas, de le faire. Ça montre d'ailleurs bien la place de l'esprit. L'autre jour, je traversais la douane entre Genève et Paris, et il y avait un douanier qui m'embêtait. Alors je lui ai dit, j'ai déjà été photographié 7 fois rue du Rhône, ça me suffit. Si j'avais de l'argent pour avoir un compte à numéro, je l'aurais en Hongrie. Alors il a immédiatement pris note de la Hongrie. Et puis, j'en avais marre, je lui ai dit, mais monsieur le douanier, vous n'avez pas belle mine, qu'est-ce qui se passe? Alors il se tourne vers son copain et dit, je t'avais bien dit que j'étais malade, tu vois? Et j'ai été débarrassé des douaniers. Donc vous pouvez avoir une influence considérable sociale. Et ceci m'amène justement à faire la transition avec une autre chose, c'est que l'homme ne vit pas seul, il vit dans une société. Nous avons vu l'environnement physico-chimique, mais l'environnement social est bien pire, parce que les hommes, parce qu'ils ont un cerveau reptilien, n'est-ce pas, eh bien, ils ont envie de vivre en serpent, avant tout. Alors, dans le cerveau reptilien, il y a 2 notions. Il y a le sexe, qui est censé donner la survie à l'espèce, mais il y a aussi le combat, pour la défense, mais aussi pour l'attaque, car on a toujours confondu la défense et l'attaque. Alors, on vit dans une société où le seul plaisir des gens, pratiquement, c'est d'emmerder les autres, n'est-ce pas? Sinon, ils s'ennuieraient terriblement, ils tomberaient en dépression. Alors, ils préfèrent quand même le combat, qui effectivement est un antidépresseur. Il n'y a pas de discussion que si on veut de la sérotonine, n'est-ce pas, ou d'autres bonnes catécholamines, au lieu d'avoir l'acétylcholine, qui est celle qui induit la dépression, il faut se battre, il n'y a aucune discussion. Mais entre se battre et puis cette vie de société où perpétuellement les gens deviennent de plus en plus agressifs, ici, je sais que vous avez maintenant des voitures avec des vitres par balle, mais en France, on n'a pas encore de vitres par balle car nous sommes en retard, mais on trouve sa voiture sans radio. Une autre fois, c'est sans roue. Dans mon service, on nous a volé une dizaine d'appareils de télévision dans les chambres, en présence des malades, n'est-ce pas, etc., etc. Alors, cette société devient en ce moment, en plein Moyen-Âge, nous sommes dans une société de type Moyen-Âge, et vivre dans cette société n'est pas facile. Il nous faut donc une médecine sociale. Il faut une médecine où nous allons tenter d'aider les gens à s'intégrer mieux dans leur société. Et il y a des problèmes de société dramatiques qui demandent la médecine, et la médecine humaine, c'est le cas du chômage. Car avant, les gens réclamaient des vacances et des loisirs. Ils faisaient des grèves. Maintenant, n'est-ce pas, ils voudraient du travail. C'est toujours comme ça, ils veulent ce qu'ils n'ont pas. Et puis il y a cette retraite. Bientôt, on va faire des études très longues, puis après, on vous mettra en retraite. Alors on dira, pas que vous êtes en retraite, on dira que vous êtes en année sabbatique. Ça sera plus gentil. Mais il n'empêche que ça pose un problème terrible. Cette robotisation de la technologie est un danger considérable. Avant, il y avait des braves gens dans les stations-service en France qui vous donnaient de l'essence, on leur donnait 1 franc de pourboire. À la fin de la journée, ils avaient fait une bonne caisse. Maintenant, ça n'existe plus. Il y a marqué self, n'est-ce pas, d'un mot anglais qui veut dire égoïsme. Eh bien, je crois que nous devons lutter, c'est peut-être de la politique, mais le médecin qui reçoit le chômeur, il ne faut pas qu'il lui prescrive un tranquillisant, parce qu'il va le faire tomber en dépression, n'est-ce pas? Et puis, une fois qu'il sera en dépression, il lui prescrira de toute façon un antidépresseur qui ne marche pas. Vous savez qu'il y a 2 sortes d'antidépresseurs. Il y a les IMAO qui, dans un essai thérapeutique que nous conduisons, guérissent 100% des malades en 9 jours. Et ça a été inventé en même temps que l'isoniazide de la tuberculose. Mais l'industrie pharmaceutique a fait courir des bruits qu'il y avait tout un tas de morts, n'est-ce pas, que tous les gens mouraient, que c'était catastrophique. Parce que si on guérit la dépression en 9 jours, c'est évidemment la fin de tout un département de l'industrie pharmaceutique. Alors on a inventé les bicyclettes, les tricyclettes, les quadricyclettes, etc.,
qui, la niancérine, dans l'essai que nous conduisons, donne 0% de rémission en 30 jours. Et ceci, on peut le prescrire pendant des années, c'est donc très bien. Alors ça montre un petit peu que ces interventions, n'est-ce pas, de l'argent, sont quand même quelque peu funestes et désagréables. Donc, cet homme qui est au chômage, il faut peut-être le mettre tout de suite aux IMAO pour qu'il reprenne un peu le dessus, qu'il trouve l'énergie nécessaire à retrouver un peu de travail, etc., etc. Je passe de la société à un niveau au-delà. L'homme n'est pas uniquement français ou italien, ou uniquement italien du Nord, n'est-ce pas, qui a quelques difficultés à accepter que l'Italien du Sud est son frère. Et puis en France, nous avons pareil, nous avons nos nordiques et nos sudistes, et puis en Alaska, il y a les nordiques et les sudistes, n'est-ce pas? Et puis si vous allez dans le Sud, il y a aussi les nordistes et les sudistes. Eh bien, il faudrait que nous considérions cet homme universel, et non pas l'homme égoïste que nous sommes, parce que un de ces jours, tout ça va se renverser. Alors moi, je suis anti-nordiste, puisque les nordistes sont anti-sudistes, je suis anti-nordiste. Et je travaille avec Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc, dont je suis un des médecins, à l'Europe méditerranéenne, c'est-à-dire Pax Méditerranea, qui considère que l'Europe du Nord, c'est pas notre Europe, on n'est pas chez nous. Alors, à quoi sert la société? À quoi sert la départementalisation des pays en nations, en États, etc., si c'est pour vivre dans des conditions qui ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas? Moi, je me plais au Maroc parce qu'ils savent vivre, je me plais en Algérie parce qu'ils savent vivre, je me plais en Libye même parce qu'ils savent vivre, je me plais en Italie parce qu'il y a de la gaieté. Quand il y a 3 malades italiens dans mon service, le hall est complètement différent de ce qu'il est quand il n'y a pas de malade italien. Parce qu'il y a cette gaieté, n'est-ce pas? Ils sont tous au bar, ils ne boivent pas d'alcool, il n'y a pas d'alcool. Et ils trouvent que notre ristretto, c'est vraiment pas du café, mais ils apportent quand même de la gaieté, de la joie. Quand il y a les Français du Nord et puis 2 Suisses, alors c'est une tristesse absolument totale. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de l'Europe, si vous me permettez une parenthèse. On disait quelle est l'Europe idéale. Alors quelqu'un, dans un colloque européen, quelqu'un a dit nous allons prendre la femme suédoise. Ça, bonne idée. Et puis nous allons prendre le cuisinier français, chef français, le policier anglais, le mécanicien allemand, le boursier, le banquier suisse et l'amant italien. On a dit ça, c'est une très belle Europe. Mais il en faudrait une autre pour comparer, parce que c'est que les statisticiens, ils veulent toujours comparer. Un jour, on a demandé à un statisticien, comment va ta femme? Il a répondu, par rapport à laquelle? Bon, nous sommes là dans un système dont je parlerai tout à l'heure. Alors on a dit, on va prendre la même femme suédoise, on va prendre un mécanicien français, comme ça les voitures ne marcheront jamais, on va prendre un policier allemand, on va prendre un chef anglais, on va prendre un allemand suisse, et l'italien sera le banquier, qui dit que ça ira plus mal. Eh bien, moi, je suis pour l'Europe du Sud, parce que je pense que les gens du Sud, les gens d'Afrique du Nord, les gens qui sont au soleil, ont encore gardé une certaine éthique. Et qu'est-ce que c'est que l'éthique? L'éthique, c'est la morale de la nature. La morale des diverses religions est différente, des divers pays est différente, mais l'éthique, c'est la morale qui fait que, si on n'obéit pas à ces lois, l'espèce ne survivra pas. Donc, ce qu'il faut, c'est développer l'éthique, et une éthique préventive. Eh bien, dans cette éthique, il faut quand même que nous considérions que ce milliard d'hommes qui meurent de faim a absolument besoin, et de besoin urgent, d'avoir tous les moyens qui sont aujourd'hui presque disponibles. Il ne faut pas dire disponibles vraiment, mais presque disponibles. La désalaison de l'eau, c'est une question de prix, et le gène fixateur d'azote, c'est une question de s'y mettre, pour le développer. C'est presque réalisé au laboratoire, c'est à développer. Eh bien, le seul pays au monde qui est un programme en Afrique centre-sud, c'est le Japon. Je l'ai déjà dit au congrès de l'an dernier à Tokyo. Deuxièmement, si l'homme est universel et si ce milliard d'hommes qui meurent de faim, c'est pas possible à accepter, il faut absolument refuser les programmes des Malthusiens. L'homme est quand même unique. Il n'y a pas 2 malades qui se ressemblent. Et il faut que la médecine retrouve le colloque singulier. Il faut refuser la médecine collective, n'est-ce pas? Il faut refuser toute cette tendance qu'ont les médecines à s'étatiser, à se nationaliser. Il y a des instituts, notamment pour les tumeurs, où les malades sont reçus par 3 personnes, par 3 médecins et 5 statisticiens, qui parlent de chasse, de pêche, de tout sauf du malade, n'est-ce pas? Eh bien, il faut se battre pour qu'on revienne au colloque singulier.
si vous faisiez la psychanalyse avec 5 ou 6 médecins, 5 ou 6 psychanalystes et un malade, le pauvre serait quand même perdu. Eh bien, c'est exactement pareil dans la médecine. Deuxièmement, il y a une tendance à séparer les handicapés. Et je racontais au dîner au professeur Verdiglione que j'ai été faire avant-hier une réunion politique dans le centre de la France. Et le candidat que je défendais avait été amputé pendant la guerre. Eh bien, les affiches disaient « Nous ne voulons pas d'handicapés au Conseil général ». Avouez que la distinction française a dépassé les bornes, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes tous des handicapés. Moi, je réponds que nous sommes tous des handicapés, parce que qui d'entre nous n'a pas quelque chose, soit au pancréas, soit à la rate, soit au foie? Il y a une chanson française, n'est-ce pas, sur ce sujet, et nous sommes tous des handicapés. Et le handicap, c'est la normalité. Qu'il s'agisse du physique ou qu'il s'agisse du psychique. Peut-être que le schizophrène n'est pas anormal, n'est-ce pas? Mais tous les autres syndromes que vous appelez des névroses, n'est-ce pas? C'est de la normalité. Et Fellini a bien résumé cette notion en disant « Vous savez pourquoi on a construit les hôpitaux psychiatriques ?» Je dis non, pour rassurer ceux qui ne sont pas dedans. Eh bien, je crois que cette phrase de Fellini résume bien le fait que si vous mettez dans les hôpitaux psychiatriques par milliers, n'est-ce pas, les gens qui n'ont pas une schizophrénie ou une grave maladie sénile, etc., eh bien, vous mettez qui vous voulez en asile psychiatrique, et puis vous finissez dans certains pays par y mettre simplement celui qui ne pense pas comme vous. Donc nous devons bien considérer que ce qu'on appelle des handicaps, n'est-ce pas, physiques ou mentaux, ne doivent plus être considérés comme des maladies honteuses, n'est-ce pas? Si on a fait une dépression en France, c'était encore une maladie honteuse jusqu'à il y a peu de temps. Eh bien, il faut que nous sortions de cette notion-là, et ça, c'est de la politique, c'est de la médecine, c'est tout. Il y a le fait que l'homme est promouvable, n'est-ce pas? L'homme n'est pas un individu qui naît définitif comme son frère le sage, n'est-ce pas? Il se trouve que quand le Dryopithèque a eu 2 enfants, un singe et un homme, à la suite d'une grosse mutation méiotique, n'est-ce pas? Eh bien, l'un n'avait pas de chance, d'abord il a eu la parole, comme dit Verdiglione, et 2, il est né prématuré. Une des caractéristiques de l'homme qui l'oppose au singe, comme vous savez, son frère, c'est qu'il est né prématuré. Et à partir de là, cela veut dire que l'homme n'est pas terminé, et qu'il est pratiquement jamais terminé. Et ceci est très important, parce que ça veut dire que la médecine doit promouvoir, n'est-ce pas, l'homme. Et le promouvoir, ça veut dire, certes, lui faire du sport, ça veut dire, certes, lui apprendre un certain nombre de choses à l'école. Mais cette école, elle mériterait, elle, d'être examinée au point de vue psychanalytique d'urgence. Et puis, car elle dégrade beaucoup plus en réprimant l'enfant qui naît avec toutes les capacités, que fait l'école? Elle réprime. C'est-à-dire qu'elle lui supprime certaines spécialités, n'est-ce pas, certaines capacités, je veux dire, elle les lui supprime. Et elle en fait un spécialiste. Voilà ce que fait l'école. Et je crois que ce faisant, elle ne fait pas bien. Ceci est donc à voir. Mais il faudrait que la médecine scolaire, qui est très très importante, soit développée, ne serait-ce que du point de vue psychologique. Car du point de vue somatique, ce n'est vraiment pas une très grande incidence. Ce qu'on découvre en médecine scolaire, ça serait découvert 8 jours après, par le médecin praticien, ou 1 mois après. Mais tous ces enfants qui ne travaillent pas bien, tous ces enfants qui pourraient peut-être très bien travailler, mais qui n'ont pas la bonne relation avec leur instituteur, etc., ça c'est essentiel en médecine scolaire, et on ne s'en occupe pas, et ça c'est encore de la psychologie. Reste qu'on pourrait peut-être ajouter une médecine morale en même temps que cette médecine de promotion. Enfin, ce qui me paraît très important dans tout ça également, c'est que cette médecine, telle que vous la voyez, à la fois du cadavre, dont nous assumons à peu près 25 à 30% actuellement, et surtout de l'esprit de l'homme total, n'est-ce pas, de l'homme intégré dans ce cadavre, eh bien, c'est qu'il faut qu'elle obéisse à une éthique. Et le médecin ne peut pas ne pas obéir à l'éthique au sens du fait que l'éthique, c'est la morale de la nature, c'est-à-dire c'est la morale qui, sans le suivi, l'obéissance à ces règles, l'espèce sera menacée. Et à partir de là, il faut que nous ne nous laissions pas embarquer par ceux qui, pour des raisons d'argent, désobéissent à l'éthique. Par exemple, vous savez que beaucoup d'essais thérapeutiques
se font avec tirage au sort des malades. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut bien le savoir, n'est-ce pas? Vous arrivez dans un hôpital, dans un grand institut, on fait votre bilan, on vous classe, on vous type, on vous gratte, etc., etc., et puis on tire au sort votre traitement entre grand A et grand B. Et quelquefois, parce qu'on veut comparer comme le statisticien qui veut savoir comment sa femme va par rapport à laquelle. Et puis, on vous tire au sort. Et puis ensuite, les statisticiens vont suivre ça sans que vous sachiez si votre malade a grand A ou grand B. Grand B peut être remplacé par ce qu'on appelle un placebo, qui veut dire je plais, c'est-à-dire un faux médicament. Ou bien, si on s'intéresse aux effets toxiques, par un nocebo, qui veut dire je nuis, et on va vous démontrer que vous avez eu mal à la tête 10 fois sur 100, n'est-ce pas, alors que c'était un faux médicament. Donc c'était la notion de prendre le médicament qui vous faisait mal à la tête. Pourquoi pas, nous le savons bien, vous nous l'avez appris et vous le savez bien. Alors qu'on fasse appel à vous pour juger la part psychologique d'un médicament, mais qu'on ne tire pas au sort les malades. Ça s'appelle randomisation. C'est un procédé que j'appelle anti-scientifique, car pour calculer une différence, il faut beaucoup de malades. Pour avoir beaucoup de malades, il faut que ça soit hétérogène, automatiquement. Donc vous êtes dans un cercle vicieux. Et puis la meilleure preuve, c'est quand Bonadonna et Veronesi nous ont démontré à Milan que dans le cancer du sein, avant la ménopause, si vous donniez une chimiothérapie, vous gagnez 30% en survie. Donc le monde entier s'est mis à donner de la chimiothérapie. Les firmes pharmaceutiques ont fait des milliards de bénéfices avec les